Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire UbiGreen où nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un témoignage de notre client RATP Dev et nous verrons comment RATP Dev structure sa démarche énergétique grâce à la data. Donc nous avons deux intervenants aujourd'hui. Christine Zulian qui est consultante énergie chez UbiGreen. Bonjour Christine. Bonjour Charlotte. Et Martin Lehenaf qui est responsable énergie-climat chez RATP Dev. Bonjour Martin. Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Alors, au programme de ce webinaire, nous allons commencer par voir les chiffres clés du marché et du secteur du transport. Nous verrons ensuite comment centraliser et piloter sa performance énergétique via un logiciel de gestion énergétique. Donc, pourquoi c'est indispensable pour rassembler et bien exploiter ces données. Et ensuite, nous aurons la chance d'avoir le retour d'expérience de RATP Dev Lyon avec monsieur Martin Lehenaf. Et nous finirons comme d'habitude par une session questions-réponses. Donc je vais laisser la parole à ma collègue Christine sur les chiffres clés du marché. Alors, on va simplement rappeler quelques chiffres essentiels, à savoir que donc l'évolution des prix de la consommation finale dans le tertiaire a fait un bond de 49% selon un bilan de 2023. Que le décret tertiaire impose des réductions de consommation de 40% à horizon 2030. Qu'un potentiel d'économie réalisable sans ou à faible investissement sont possibles à hauteur de 38%. Et dans le cadre donc du décret BAX qui impose des obligations de résultat, là où le décret tertiaire impose des obligations, pardon, le décret BAX des obligations de moyens, là où le décret tertiaire impose des obligations de résultats. Donc effectivement, on peut constater qu'aujourd'hui seulement 6% des petits ensembles tertiaires, donc de plus de 1000 m2, sont dotés d'outils digitaux, donc de type GTB pour gérer efficacement l'énergie, sachant que effectivement les grands bâtiments, donc eux dotés, donc ceux de plus de 20 000 m2, sont effectivement équipés à hauteur de 80%, mais que ce sont effectivement les petits moyens tertiaires qui demandent aujourd'hui à être équipés. Et que dans le cadre donc du secteur du transport, plus précisément, l'équipement des sites tertiaires aujourd'hui représente à peu près 26%. Donc les réductions imposées par le décret tertiaire en sont, selon le bilan Opérat publié en 2024, à peu près 22%. Donc on serait à peu près la moitié, sachant que 2020 et 2022 ont été des années favorables par rapport au climat. Donc la moitié du chemin est encore, au moins la moitié du chemin est encore à réaliser. Et donc il faut évidemment accélérer à la fois sur les déclarations et à la fois sur l'équipement des bâtiments. Alors là, on va vous solliciter pour savoir où vous en êtes au niveau dans votre entreprise. Si vous êtes déjà équipé d'un logiciel de gestion énergétique, on va vous demander quelques instants pour répondre à cette question. Donc, avez-vous déjà mis en place un logiciel de gestion énergétique? Donc oui, non, en cours d'implémentation ou en réflexion. Ça nous permet toujours d'adapter un peu plus le discours suivant votre degré de maturité et puis là où vous en êtes dans vos projets. Donc, je vais laisser encore quelques secondes. Alors, je vais vous partager les résultats. Donc, 50% ont déjà mis en place cet outil, 20% non et 30% sont en cours d'implémentation. Donc, on voit que vous êtes déjà, la moitié est déjà équipée. Donc, je vais laisser la parole du coup à Christine. Donc, on va ici rappeler en fait le principe de notre plateforme d'énergie management, donc UbiGreen Energy.
qui va permettre de centraliser l'ensemble des données énergétiques et environnementales sur une plateforme unique. On va centraliser donc depuis les fournisseurs et distributeurs, donc toutes les composantes de facturation et les consommations générales. On va ensuite pouvoir aller adresser les consommations et les sous-comptages sur le terrain au travers d'équipements de télérelève ou en utilisant, en se pluguant sur les réseaux de GTB. On va pouvoir également centraliser, enfin informer les données d'activité de chacune des organisations et des bâtiments pour analyser la consommation sous cet angle, activité et inactivité. On va pouvoir implémenter également l'ensemble des données techniques relatives à l'enveloppe du bâtiment et au système technique en place dans les bâtiments pour éclairer ces consommations. Et on va évidemment implémenter toutes les données météorologiques, les sources de données météorologiques pour corriger les données de consommation et effectivement pouvoir analyser les diminutions de consommation réellement, donc au travers des données corrigées météo et qui permettent également de pouvoir comparer donc des périodes entre elles et des sites distants entre eux qui effectivement n'ont pas les mêmes conditions météorologiques. Donc, cette centralisation de l'ensemble de ces données et cette structuration d'un contexte d'analyse va permettre donc, sous la forme de tableaux de bord et d'analyse différentes analyses diverses et variées vont vous permettre en fait de superviser l'ensemble de la consommation, de mettre sous contrôle ces consommations en paramétrant des alarmes. Va pouvoir permettre de communiquer sur ces consommations au travers de rapports préformatés, va donc vous permettre de mettre en place des objectifs de réduction, à la fois de dépenses également, en optimisant éventuellement les contrats, en supervisant le facturé du mesuré et d'anticiper toutes les obligations, donc tous les objectifs budgétaires et les obligations réglementaires et déclaratives. Donc, on passe à la suivante diapo, Charlotte. La démarche peut se faire donc en 3 temps. Une première démarche qui va pouvoir déjà, en adressant les compteurs généraux, permettre donc en se connectant, comme je le disais précédemment, aux fournisseurs et aux distributeurs, en récupérant les flux de consommation, on va pouvoir adresser un certain nombre d'usages, comme par exemple le déclaratif pour le décret tertiaire, l'analyse des factures pour comparer aux mesures et éventuellement l'optimisation, la mise en place d'optimisation des contrats électriques à l'analyse des courbes de charge récupérées chez les distributeurs. On va ensuite pouvoir aller préciser donc ces consommations qui étaient générales par du sous-comptage. Donc, on va aller là adresser le terrain, faire de la télérelève, ce qu'on va appeler du smart metering, pour lequel donc on va avoir, si nécessaire, des dispositifs de télérelève, des modules et des passerelles. Qui vont nous permettre d'aller chercher en fait de cibler les consommations et donc les économies potentielles par bâtiment et par usage. Si effectivement le sous-comptage permet d'être plus fin par bâtiment, par zone et par usage. Et en troisième intention, une fois qu'on supervise bien tout ça de manière fine, il y a donc cette démarche poussée par le décret BAX qu'on va appeler le smart control, qui va être la mise en place en fait de pilotage des équipements de la manière la plus fine possible, mais surtout la plus adaptée effectivement au contexte technique du site, donc au travers de la mise en place d'une GTB dite light, c'est-à-dire qui va être flexible, simple à installer, flexible et évolutive, évidemment interopérable. Donc, on va visualiser quelques écrans en fait de la plateforme. Donc, effectivement, au niveau des compteurs généraux, comme je disais, on va pouvoir effectivement adresser l'analyse de la facturation et des consommations d'énergie. On va pouvoir faire des benchmarks entre bâtiments sur la performance énergétique. On va pouvoir préparer tout son reporting ESG au travers des analyses et des rapports préformatés. On va pouvoir préparer donc l'ensemble de sa déclaration
déclaration Opérate. Et on va également pouvoir donc, en face des objectifs du décret tertiaire ou d'objectifs qu'on va pouvoir personnaliser, mettre en place et suivre un plan d'action. En deuxième intention, donc à partir, tu peux passer Charlotte, à partir du sous-comptage, on va pouvoir donc télérelever donc ces fameuses consommations par usage pour cibler les bonnes économies. Donc, en cherchant à identifier donc les facteurs d'influence sur les consommations, en faisant des analyses donc par fluide et par usage, en traquant les surconsommations, les dépassements, les fuites au travers de la mise en place d'alarmes, et en identifiant les consommations inutiles, donc au regard, donc comme je le disais tout à l'heure, de la déclaration donc de période d'activité ou d'inactivité de chacun des bâtiments. Donc juste une petite visu rapide sur effectivement des équipements de télérelève, donc fabriqués et fournis par UB Green pour aller donc se plugger sur des compteurs communicants et remonter directement les consommations de manière autonome par rapport au réseau informatique du client. Donc de manière autonome, on va remonter les consommations, soit directement depuis les compteurs, soit au travers de passerelles qu'on va pouvoir installer plugger sur les réseaux de la GTB lequel réseau donc relie déjà l'ensemble des points de comptage et mesures de capteurs. Et donc rapidement également un passage bref sur le principe de la du smart control et donc de la GTB Lite. Donc il s'agit effectivement d'une couche terrain avec des automates qui vont remonter vers une plateforme de supervision qui va permettre d'établir en multisite, d'établir l'ensemble des règles de pilotage de l'ensemble des automates, donc en contrôle-commande, et qui va directement remonter et dialoguer avec la plateforme d'énergie management UB Green. Donc, voilà les principes de fonctionnement de nos solutions. Oui, merci Christine. Et nous allons maintenant passer au retour d'expérience avec Monsieur Martin Lehenaf. Alors, merci encore pour votre présence aujourd'hui. Pour bien situer le contexte, pouvez-vous nous faire une rapide présentation de RATP Dev, ses activités, ses enjeux, notamment sur la gestion du réseau lyonnais? Oui, alors voilà, comme indiqué sur la slide, et je pense que vous connaissez l'entreprise mère RATP qui se trouve à Paris et voilà, dont tout part. En fait, RATP Dev, c'est une filiale de RATP, une filiale à 100%, qui a pour but, en fait, sur d'autres réseaux de transport en commun, de réaliser plus ou moins les mêmes missions que celles réalisées à Paris, à savoir la maintenance du matériel roulant et du patrimoine du réseau de transport, l'exploitation de tous ces éléments, et aussi un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage vis-à-vis des autorités organisatrices, donc pour tout ce qui va être développement de réseau. Oui. Et donc RATP Dev, c'est l'ensemble de tous ces autres réseaux, en particulier celui de Lyon, qui est passé à RATP Dev en ce début d'année 2025, sur une partie uniquement du réseau de transport, une partie importante, celle qu'on appelle mode lourd, qui représente en fait les lignes de métro, tramway, funiculaire, sur le réseau, et ce réseau est exploité par Citral Mobilité. Citral Mobilité, c'est une émanation de la métropole de Lyon finalement. D'un point de vue taille, comme je l'ai dit, c'est métro, tram, funiculaire, donc 4 lignes de métro, 7 lignes de tram, sachant qu'on en a 2,5 en construction. C'est 2 lignes de funiculaire, et tout ce qui va être alimentation du trolleybus, l'exploitation est gérée par un autre délégataire, mais tout ce qui va être alimentation électrique, le trolleybus, c'est un bus qui est en fait alimenté par des caténaires. Donc toute cette alimentation est vraiment considérée comme plus proche des métiers métro, tramway, donc revient à RATP Dev. Et donc d'un point de vue tertiaire, on a tout un tas de locaux autour de ça, 42 stations de métro, tout un tas de petits locaux techniques un peu partout, 5 grands sites de maintenance et un siège social. Oui, c'est très clair. Et du coup, au niveau des points de livraison. Ouais, alors donc pour alimenter tout ça, le réseau est pas linéaire, en fait, il est très très maillé.
Et en fait, ça lui permet d'être un peu plus résilient vis-à-vis d'une perte d'alimentation d'une certaine façon. Donc, on a environ une cinquantaine de gros points de livraison. Quand je dis des gros, c'est qui vont alimenter le métro, le tramway, ainsi de suite, et 70 petits pour voilà des locaux qui sont un peu excentrés par rapport à nos lignes principales. Et en plus de ça, puisque comme le réseau est très maillé, les points de livraison ne suffisent pas d'un point de vue information, on a installé des sous-compteurs réels. En ordre de grandeur, il y en a environ 200 et à peu près autant de virtuels. Donc un virtuel, c'est une information qu'aujourd'hui on n'est pas capable de mesurer matériellement, mais qu'on extrapole en fonction d'une mesure qu'on a réalisée par le passé ou notre connaissance du réseau. Ouais, on voit que c'est un périmètre qui est extrêmement vaste et enfin et varié. Alors, quels sont du coup les principaux enjeux du projet avec UbiGreen? Les principaux enjeux, finalement, ça rappelle ce qu'a pu présenter Christine dans les slides précédentes. Le but, c'était déjà dans un premier temps de vraiment centraliser tout ça. Là, comme ça peut s'entendre dans ma présentation, le réseau est assez complexe. Donc, c'est important de mettre toutes les données au même endroit, que ce soit déjà les données des compteurs généraux. On a plusieurs fournisseurs, donc forcément plusieurs sources de consommation, donc plusieurs plateformes fournisseurs pour aller voir ces données-là, et des sous-compteurs, donc avec une donnée un peu plus brute. Et donc vraiment, l'objectif principal, ça a été de mettre tout ça au même endroit sur UbiGreen, et donc d'être capable de suivre de manière générale nos infrastructures pour notamment éviter des dérives et potentiellement aller vers une performance énergétique aussi bien des lignes que de nos bâtiments. Et du coup, quels sont vos objectifs à court et à long terme? Alors, on s'est vraiment calé sur sur la mise en place. On a pris notre temps puisque voilà, c'est assez complexe. Le premier objectif, ça a vraiment été de rassembler toutes les informations et de faire un premier suivi assez macro, donc financier, consommation au niveau des points de livraison. Quand on a repris le réseau de ce début d'année, vraiment l'objectif, c'était de vérifier que tout le périmètre, on était capable de le suivre vraiment de loin, d'un point de vue macro. Ensuite, on est allé vers le maillage, donc vers ces sous-compteurs, vers les compteurs existants, vérifier que les compteurs réels, les compteurs actuels remontent bien, qu'ils sont bien aux bons endroits et qui sont maillés correctement par rapport à l'image qu'on en avait, et d'intégrer les virtuels, de vérifier que les valeurs qu'on pouvait leur donner étaient bonnes, et puis finalement de se dire, maintenant qu'on a ce réseau maillé comme ça, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ensuite, une fois qu'on a cette vision un peu plus fine, on peut aller vers vraiment de la performance énergétique et vers du prévisionnel au niveau des lignes, voir comment est-ce qu'elles fonctionnent. Donc, d'abord d'un point de vue très très macro, le métro, comment il fonctionne, quelles sont ses grosses variations, des premiers indicateurs, et ensuite aller potentiellement vers quelque chose un peu plus micro à l'échelle d'une ligne, voire d'une journée. Et l'objectif final, c'est vraiment d'aller à l'échelle du matériel roulant ou d'un bâtiment, notamment avec des solutions comme ce qu'a pu présenter Christine à la fin, des solutions de GTB. Ça, voilà, pour nous, c'est vraiment d'un second temps. On a vraiment essayé de structurer la démarche pour y aller progressivement, en sachant qu'on veut être certifié ISO 50001. Donc voilà, on n'a pas besoin de faire ces 4 étapes pour être certifié ISO 50001, mais voilà, le fait d'y aller progressivement, on est capable de toucher des jalons pour aller vers cette certification et vraiment un management de l'énergie cohérent et pertinent. Oui. Et du coup, quel grand bénéfice attendez-vous du coup suite à la mise en place de ce projet? Les objectifs principaux, c'est vraiment de comprendre et de maîtriser finalement, puisque voilà, on consomme beaucoup d'énergie et ça c'est une première chose, mais voilà, comprendre vraiment quelles sont les variations et de se dire voilà, à tel moment on consommera tel niveau et ainsi de suite, c'est vraiment important pour nous de pas subir ces consommations, mais finalement voilà, de les maîtriser et puis derrière d'avoir les bons facteurs d'influence, qu'est-ce qui fait que ça varie pour être capable de faire cette prévision. Et une fois qu'on est capable de faire ça, normalement, si on a compris comment ça fonctionne, on peut s'améliorer. Oui. Et où en êtes-vous aujourd'hui du coup dans le projet? Et ben voilà, on a repris en ce début d'année. Donc la première phase qui était vraiment le périmètre global au niveau des points de livraison, on l'a atteint, on est capable de faire ça. Aujourd'hui, on est dans cette phase 2 qui a pas mal avancé. On a listé tous nos sous-compteurs. On est en train de revoir
justement quelques valeurs de sous-compteurs par-ci par-là pour affiner notre connaissance du réseau à ce niveau-là. Et une fois que tout sera bien consolidé, on pourra passer sur l'étape 3 que je décrivais, qui est commencer vraiment à faire de la performance et de prévoir les choses. On est capable d'avoir des premiers éléments, mais on affine bien cette phase 2. Le but, c'est de faire les choses une par une et de prendre notre temps. Ouais, pour poser des bases bien solides pour bien structurer les données et que le projet soit bien défini dès le départ. Et quelles ont été du coup les grandes étapes du déploiement? Comme je l'ai déjà dit dans mon discours une ou deux fois depuis le début, l'idée, ça a été vraiment de se poser et de prendre le temps de réfléchir à Mm. quel est notre besoin et sur quel périmètre on veut agir et dans quel laps de temps. Là, Mhm. a pu se poser la question d'intégrer du financier tout de suite ou pas, du prévisionnel Mm. ou pas. On a vraiment rationalisé ce besoin pour éviter de se perdre, mais de quand même consacrer un temps conséquent à faire tout ça. Ça, c'est vraiment Mm. important. C'est pas un projet qui doit être fait trop vite parce que derrière, on le subit et on Oui. pouvait le voir avec ce qui était déjà en place en fait en arrivant. On n'arrivait pas à se retrouver dans la structure de l'existant, donc ça a été important vraiment de tout reposer et pour que le système soit pérenne et qu'on puisse derrière l'améliorer au fur et à mesure pour revenir rajouter potentiellement un peu de complexité, mais jamais en faire trop et se perdre dans le projet. Mhm. Concrètement, les premières étapes, ce qu'on a pu faire, c'est vraiment décliner ce plan de comptage d'un point de vue physique. Qu'est-ce qui est où, qu'est-ce qui s'appelle comment arrive l'énergie, et ensuite de Mm. définir les usages, parce que c'est pas la même chose. Donc physiquement, le réseau il est coupé, il est maillé, et derrière Mm. finalement, ce qu'on a envie de voir, par exemple, c'est la consommation de la ligne A. La Mm. consommation de la ligne A du métro, c'est tel petit bout, plus tel petit bout, plus tel petit bout. En fait, on a ce double maillage qui nous permet de Mm. suivre d'un point de vue architecture physique et d'un point de vue usage. Donc ça, c'est ce qu'on a bien posé. Et en parallèle, on a défini des menus à travers la plateforme UbiGreen pour être capable de suivre ces différents éléments un par un. Oui, d'accord, bah, très clair. Et quels indicateurs du coup macro ont été définis pour suivre la performance énergétique? Voilà, c'est des choses qu'on va affiner avec le temps forcément, Mm. mais aujourd'hui, les Oui. premiers éléments qu'on a d'ores et déjà à l'esprit et qu'on suit, c'est les consommations par site, qui ont finalement des Mhm. comportements plus ou moins tertiaires, donc c'est assez classique dans le suivi de l'énergie. Et après, Mhm. nos lignes de transport, on sait que plus on va rouler, plus on va consommer. Donc un premier indicateur de performance évident, c'est une consommation kilométrique. Donc on a tout de Oui. suite introduit en fait les kilomètres sur la plateforme UbiGreen. Et on sait qu'on corrige une partie de ces consommations, que ce soit bâtiment ou en ligne, des degrés jour unifiés, donc en fonction de Mhm. la rigueur climatique. Voilà, c'est ces premiers éléments qu'on suit. Et il y en a un Mhm. autre qui est vraiment propre à l'architecture, c'est les consommations macro au niveau des points de Mhm. livraison pour le suivi de facture. Et tout ce qui va être écart de comptage, finalement, comme tout ça est très maillé, entre les points de livraison et la somme de tous nos compteurs, on a un écart forcément entre les deux. L'idée, c'est de Mhm. vérifier que cet écart est à peu près maîtrisé et à peu près stable pour être sûr qu'on mesure correctement. Oui. Et comment analysez-vous du coup les données collectées? Les données collectées, il y en a une partie forcément qu'on sort de la plateforme pour finir de post-traiter un peu avec Excel, notamment pour faire des Mm. comparaisons avec nos fournisseurs, mais puis pour comparer avec l'historique, le prévisionnel et les différents projets. Après, Oui. l'objectif vraiment de cette refonte de la plateforme, c'est d'extraire de moins en moins et d'avoir ce suivi intégré directement dans UbiGreen, ce qui n'était pas possible en l'état à la reprise du réseau en début d'année. C'était trop flou, Mhm. trop confus. Et là, on voit justement certains tableaux de bord qu'on voulait mettre en place qui sont accessibles directement sur la plateforme UbiGreen. Mhm. Donc voilà, il y aura toujours une partie qu'on sortira, mais c'est dû à la complexité de notre réseau. Mais le but, c'est Mhm. vraiment d'essayer de gagner du temps et donc Mm. d'avoir des choses immédiates et assez intuitives qu'on peut communiquer en interne et des choses quand même que nous, on extrait pour aller vérifier Mm. certaines choses. Et très clair. Et pourquoi du coup avoir choisi spécifiquement du coup un logiciel de gestion énergétique? Ça, c'est ce que j'ai un peu dit en Mm. amont. La complexité apparente qu'on a, finalement, elle nous oblige à tout rassembler parce que ça vient de Mm. différentes sources, il faut tout mettre en forme, il faut tout pré-traiter. Alors que déjà que l'analyse en tant que telle,
elle est assez chronophage, ne serait-ce que pour comprendre comment notre réseau fonctionne. Ouais. Ça demande du monde et du temps en fait des personnes qui sont dans mon équipe. On peut pas allouer ce temps-là déjà à pré-traiter la donnée, et c'est ce que nous permet la plateforme UbiGreen finalement, c'est de tout rassembler et pré-traiter. On n'est plus qu'une valeur ajoutée d'analyse derrière. Là, et pour l'instant, on est sur une vision assez macro, ça va s'affiner avec le temps, mais le but c'est Mhm. voilà d'affiner aussi nos tableaux de suivi pour essayer justement d'avoir de moins en moins de chronophagie dans cette mise en place d'analyse, et qu'on n'ait plus que à faire cette analyse et aller toujours un petit peu plus loin pour, euh, pour mieux comprendre et pour optimiser notre performance énergétique tout simplement. D'accord. Et du coup, quels avantages concrets, un logiciel de gestion énergétique, apporte-t-il, dans ce type de projet? Et ben, ça va résumer finalement ce que je dis depuis le début, c'est cette Mmh. centralisation, cette visualisation et le suivi dans le temps aussi. Le fait d'être Ouais. capable de conserver l'historique, de comparer, c'est un vrai plus. Ça permet de suivre efficacement les différents projets aux différents endroits, de partager et d'avoir aussi notre vision financière Mmh. pour derrière, voilà, et comme je le disais, communiquer ou aux différents responsables, mais aussi auprès de l'ensemble des salariés pour que tout le monde ait une vision vraiment pragmatique de qu'est-ce qui se fait sur le réseau. C'est vraiment, Mmh. voilà, on centralise et on crée des façons de visualiser ou pour nous pour l'analyse ou pour communiquer vers l'extérieur, en tout cas au sein de l'entreprise. Mmh. Ouais. Et pourquoi ce projet est-il clé pour le secteur? Moi, j'ai pour habitude de dire que notre métier, c'est de consommer de l'énergie pour transformer des individus. Parce qu'en fait, voilà, c'est une jolie phrase, mais au-delà de ça, c'est vraiment ultra dimensionnant chez nous. Mmh. Ne serait-ce que d'un point de vue financier, c'est un poste de dépense qui est très très important et qui est pas forcément le plus stable, Ouais. notamment avec les actualités du marché de l'énergie. Donc ça, c'est un critère d'instabilité supplémentaire, mais ne serait-ce que voilà, maîtriser notre consommation pour savoir combien on va consommer et donc payer à tel moment, c'est quelque chose qui est très important, ne serait-ce que Mmh. pour la santé financière de notre entreprise. Ensuite, d'un point de vue matériel, tout simplement, si on n'a pas d'énergie, il n'y a aucun métro qui roule, aucun tramway, il n'y a rien du tout. Donc si on n'a pas d'énergie, il n'y a pas de transport en commun. Et donc, Mmh. il faut qu'on s'assure de l'approvisionnement et de la bonne santé du réseau. Et donc suivre finalement les valeurs de consommation aux différents endroits, c'est super important pour s'assurer de la pérennité du réseau et de l'approvisionnement. Et enfin, Mmh. bien évidemment, il y a un critère écologique. Euh, voilà, souvent on dit le transport en commun, par essence, grâce à report modal, ça permet d'avoir moins d'usage de la voiture, en particulier la voiture individuelle. Mmh. Ouais. Mais ça ne nous exonère pas de continuer à nous améliorer, à essayer d'optimiser ces consommations d'énergie. Donc voilà, c'est vraiment une démarche globale avec ces différents piliers et qui fait que chez nous, c'est essentiel. Et en fait, on s'est jamais posé la question de est-ce qu'il faut qu'on y aille ou est-ce qu'il faut qu'on n'y aille pas. C'était vraiment Mmh. comment est-ce qu'on met ça en place de manière posée, pertinente, structurelle et progressive. Mmh. Et du coup, même si vous en avez déjà un petit peu parlé, quels impacts attendez-vous sur l'efficacité énergétique, et sur la gestion des infrastructures? Est-ce que ça Et là, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que finalement, il y a un côté un petit peu frustrant parce que l'efficacité énergétique, elle n'est pas immédiate mmh. quand on met en place ces solutions. Et on pourrait même être tenté en fait de ne pas les mettre en place initialement en se disant il y a des choses évidentes, on va éteindre la lumière, on va passer au LED, on va s'occuper de la température. Mmh. Ça, en effet, c'est évident et on n'a pas besoin de suivre nos consommations pour le faire et baisser nos factures. Mais finalement, si on veut vraiment être capable de bien comprendre nos infrastructures, de Mmh. mesurer le gain réel de tout ça, c'est essentiel. Et le fait en fait de commencer par ça, en sachant que les projets que j'ai cités ont déjà été effectués, mais Mmh. le fait de bien commencer tout ça, ça permet de mesurer, de dimensionner et de jamais s'arrêter en fait, finalement, de continuer petit à petit. Grâce aux économies générées ici, on sait qu'on a encore un gain qui est possible par là. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un plan d'action continu et pas de Mmh. se retrouver bloqué si jamais j'imagine une entreprise qui juste fait ses premiers exercices d'économie d'énergie qui sont faciles.
finalement, elle va se retrouver sans vision de ce qui lui reste à faire, sans rien du tout. Et donc, nous, on a vraiment ce besoin de tout poser, de tout voir pour que cette performance énergétique, en fait, elle soit continue. On s'améliore en continu et qu'on soit capable de continuer d'avoir notre liste de potentiel d'amélioration qu'on vient mettre au fur et à mesure. Et je sais qu'il y a des astuces qu'on n'a pas encore à l'esprit qui vont se voir, qui peuvent être très très fines, donc, ou dans les bâtiments, mais on est sur du tertiaire un peu classique, mais également sur le fonctionnement en ligne, en fonction de la quantité et de la vitesse des métros, du cadencement de ces derniers. On sait qu'il y a des petites choses à améliorer derrière, et donc voilà, on se dit que ces données chiffrées en fait sont factuelles et sont des preuves et permettent d'appuyer ces projets-là et toujours de continuer à nous améliorer. Et du coup, en quoi cette démarche pourrait-elle être un modèle pour d'autres projets? Ça revient un petit peu à ce que je disais, la façon dont on a structuré, c'est vraiment définir notre besoin, prendre le temps et construire ce suivi. Et ce qui permet en fait, au moment où c'est pas compliqué, où les premiers projets sont pas compliqués, de donner du temps à ces éléments-là pour mesurer le retour et d'ores et déjà en fait diffuser au sein de créer une culture d'entreprise de on fait tel projet, on a telle quantité, on estime telle quantité de performance énergétique, de gain énergétique, on la mesure, on fait un retour d'expérience et on est capable d'enchaîner sur le deuxième. En fait, voilà, ça permet de vraiment construire les briques du système de management de l'énergie au fur et à mesure. Voilà. Donc, de manière progressive, pertinente, en définissant bien le besoin initial. Bah, merci pour cet échange très riche. Si vous aviez un conseil à donner à une entreprise ou à une collectivité qui souhaiterait se lancer dans une telle démarche, quel serait-il? Eh bien, c'est justement de bien prendre le temps au début de poser quel est le besoin, qu'est-ce qu'on veut faire, de se tourner vers des experts de ces solutions-là, parce que finalement, on a l'impression que c'est facile, mais il y a quand même quelques petites subtilités. Et voilà, je dis prendre le temps de définir au début et de bien mettre en place, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un système qui est mal mis en place et de le subir. On finit ou par perdre du temps dans les différents menus et les différents paramétrages, ou de faire machine arrière et de frustrer les différentes équipes qui ont déjà travaillé dessus, à qui on a dit qu'on allait amener une solution, finalement qui arrive, mais qui n'arrive pas. Donc c'est vraiment voilà, se dire, OK, de quoi on a besoin, de quoi on a envie, comment est-ce qu'on s'entoure pour répondre à ça. Et derrière, une fois que le socle il est solide, le système il est résilient et il va permettre de s'améliorer au fur et à mesure. Oui. D'accord. Bah, merci encore pour cet échange. Et je vais du coup laisser la parole à Christine qui va présenter rapidement la société UbiGreen. Oui, alors en intro et en conclusion donc de ce que disait Martin, je voulais effectivement glisser l'importance en fait du paramétrage en fait de notre plateforme. Elle est vraiment ultra paramétrable, du coup elle est effectivement très personnalisable au contexte et donc très évolutive par rapport à la démarche, comme le disait Martin, qui va pouvoir se préciser, s'implémenter dans le temps et qui donc reste à la main des utilisateurs admin chez nos clients pour pouvoir faire évoluer tous ces contextes d'analyse et de tableaux de bord au travers des différents menus accessibles aux différents profils. Donc effectivement, c'est une des forces de notre solution. Donc effectivement, UbiGreen en quelques chiffres pour rappeler, pour nous représenter. Donc UbiGreen a été créé en 2012. On est implanté sur 3 sites, donc essentiellement à Toulouse, qui est notre siège, où se trouve l'ensemble de notre équipe technique, et Paris et Marseille, où se trouvent les équipes commerciales et marketing. On est environ une cinquantaine de collaborateurs, donc on a un parc de plus de 150 clients, de plus de 500 000 capteurs et compteurs connectés à la plateforme, qui représente plus de 50 000 bâtiments et plus de 60 000 utilisateurs, lesquels utilisateurs sont effectivement illimités en utilisateurs et en profil. Et on est déployé dans une vingtaine de pays au travers de nos clients et leurs différentes filiales, et également au travers de Planon, qui est depuis 2 ans groupe actionnaire d'UbiGreen, qui est une solution plus globale immobilière IWMS, donc européenne,
voilà, dont UbiGreen Energy est le module donc de suivi énergétique. Et donc on va effectivement, on a ici une représentation de nos principaux clients qui en fait va nous montrer que on n'est pas spécialisé dans un secteur d'activité. En fait, on a des clients qui sont vraiment de toute nature dans leur activité et leur typologie de bâtiments. Donc, puisque en fait, effectivement, tous ont de grands parcs de bâtiments ou d'infrastructures. Et donc, on va travailler alors beaucoup avec des sociétés tertiaires, banques, assurances par exemple, mais également avec les aéroports de Paris, le groupe ADP, comme avec des collectivités publiques et territoriales, donc et également ce qu'on appelle autres ensembles, parce qu'effectivement c'est très vaste et varié, RATP Dev, donc effectivement, et la PHP, les hôpitaux de Paris ou des groupes industriels, enfin voilà. Donc on a un parc client très très hétéroclite, puisque finalement la problématique de l'optimisation des consommations énergétiques est complètement transversale à l'ensemble des activités. Alors, nous allons passer à la partie du coup questions-réponses. Alors, donc on a une première question. Alors, je cherche. Votre logiciel de supervision permet-il de contrôler les GTB? Alors, pas de les contrôler, c'est-à-dire voilà, c'est la GTB qui contrôle la couche terrain. Si on peut revenir à la slide du Smart Control, tout à Charlotte. fait. Donc voilà, donc la notion de contrôle, donc de contrôle commande, donc de push en fait, se passe entre la solution de supervision et la couche terrain, les automates, entre la plateforme de supervision des matériels terrain et des systèmes et la plateforme d'énergie management. On est sur de la remontée d'informations, donc la remontée de data de consommation donc ou de températures diverses, de capteurs divers, donc qui sont récupérés par le système de GTB. Et l'aspect descendant est en fait une démarche d'action, en fait, dans l'identification des éventuelles problématiques identifiées donc lors de l'analyse des consommations. Des pistes d'optimisation vont se faire jour, qui vont effectivement demander à ce que soit ajuster en fait la supervision, donc les règles de supervision des équipements. Oui. Mais il n'y a pas d'accès direct entre la plateforme d'énergie management et les matériels, les équipements du bâtiment. On a une autre question. Faites-vous un export automatique sur la plateforme Operate, donc pour les déclarations? Alors, on a un export, on a un export complet qui contient à la fois les consommations, mais également tout l'aspect descriptif des caractéristiques des EFA, donc qui est donc au format Operate, directement intégrable sur Operate. Donc la totalité, on va dire, de la démarche peut être faite dans la plateforme UbiGreen et donc simplement être importé, il n'y a plus rien à faire côté Operate. En export-import, mais effectivement, on utilise également l'API Operate pour pousser les consommations. Elle ne permet pas aujourd'hui de faire l'ensemble de ce qui est possible au travers de l'export. Mais effectivement, on utilise également par ailleurs l'API Operate. On a donc une autre question. Proposez-vous en direct ou via des partenaires l'installation de sous-compteurs et même de GTB interopérables? Oui, tout à fait. Donc, on accompagne donc nos clients dans leur démarche de mise en place du sous-comptage. On intervient donc avec nos dispositifs et matériels à partir de la télérelève. Donc, ça nécessite qu'au préalable, effectivement, les
points de comptage, les compteurs, soient communicants et donc soient installés en fonction de ce plan de comptage qui est prévu. Et donc, on a effectivement des partenaires installateurs pour ce faire, donc pour pouvoir répondre à l'ensemble de la problématique de nos clients. Et donc, on a également effectivement une solution de GTB partenaire pour effectivement pouvoir couvrir la totalité du sujet de suivi énergétique, de décret tertiaire et de décret BAX. On a une autre question, je pense qu'elle s'adresse à Martin. Est-ce que vous avez rencontré des problématiques sur l'interopérabilité des systèmes? Aujourd'hui, on fait entre guillemets que de la remontée de compteurs. Donc forcément, il y a une problématique pour que nos compteurs à nous remontent dans notre réseau, passent par, et on n'en a pas parlé jusqu'ici, une Greenbox qui est en fait chez nous une boîte qui permet de récupérer toute cette donnée-là, que cette Greenbox puisse s'installer dans notre réseau et être OK avec toutes nos composantes SI. À ce niveau-là, il y a un travail à faire forcément avec les équipes SI et pour que l'information soit bonne. Au-delà de ça, il n'y a pas eu de problématique spécifique, mais on est quand même sur quelque chose de relativement basique, à savoir voilà, une information de comptage qui passe par un réseau, qui arrive sur une box Ubigreen et qui repart. Oui. On a une autre question pour vous. Combien de temps a duré la phase d'implémentation du comptage et de la centralisation? Ça s'est fait. Alors, là, depuis le début de l'année et l'arrivée des RATP, on repose à plat tout ça. Donc, la démarche que j'ai décrite tout à l'heure, on est sur un peu plus de 6 mois de repose du plan de comptage, de l'existant, paramétrage de la plateforme, installation de la box, pour arriver, nous, à un suivi complet avec toutes les valeurs de nos sous-compteurs réels, virtuels, plus des points de livraison. Donc, on est à un gros semestre avec la complexité qu'on a. Après, dans la question, j'entends aussi la mise en place du plan de comptage. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait en amont et par phase au fur et à mesure des projets. Donc, c'est des périodes, par exemple, sur la ligne A, sur un projet de modernisation, on peut ajouter des systèmes de comptage ou par salve d'investissement, puisqu'on suit les investissements publics. Là, par exemple, aujourd'hui, dans nos bâtiments, on n'a qu'une donnée macro sur nos bâtiments et on va réaliser des audits cette année pour l'année prochaine déployer un plan de comptage supplémentaire à l'échelle de nos bâtiments. Donc, c'est vraiment par phase au fur et à mesure. En tout cas, la reprise de l'existant et le paramétrage, c'est un gros semestre. Oui. On a une question pour Christine. Et si le bâtiment n'est pas équipé de GTB, comment s'interface votre plateforme? Alors, comme peut-être que tu peux mettre la slide, effectivement, revenir à la slide de nos équipements. Donc, en fait, on a non, pardon, des équipements, voilà. Donc, en fait, Ubigreen est à la fois donc éditeur d'une solution logicielle, mais également fabricant et fournisseur de solutions matérielles, donc de télérelève, puisque l'enjeu d'Ubigreen, c'est effectivement de centraliser l'ensemble des consommations multifluides et donc et d'essayer de s'adapter à divers contextes qui vont être présents chez nos clients, donc sur leur parc immobilier bien souvent important et hétérogène. Et donc, effectivement, on va pouvoir donc connecter des équipements télérelève comme on voit là des capteurs modules radio qui vont soit pouvoir émettre directement vers la plateforme au travers de réseaux LP1 publics, soit on va pouvoir mettre en place entre les modules radio et une passerelle, donc Greenbox, Ubigreen, on va pouvoir créer un réseau local en LoRa et ensuite la passerelle va émettre vers la plateforme. Donc en 4G si possible ou avec une connexion Ethernet fournie sur le terrain par le client. Voilà, donc ça c'est dans le cadre où effectivement il n'y a pas de réseau qui connecte déjà les points de comptage et les capteurs.
On a une autre question. Pouvez-vous expliquer davantage en quoi consiste la solution de GTB? Je vais revenir dessus. Hop. Le principe en fait de la solution de GTB en fait, c'est d'avoir un automate terrain qui va être connecté aux différents systèmes et qui, en fonction de ces systèmes, va, on va dire, avoir toutes les actions possibles pour la régulation la plus optimale possible donc sur les installations. Donc ça, c'est vraiment la couche terrain. Donc c'est la mise en place d'un automate qui est alors en fonction d'une analyse technique préalable évidemment, qui peut être préparé et envoyé prête à installation, qui peut être installé par les installateurs du client, ce qui évite les interactions parfois entre prestataires. Donc le principe, c'est qu'ensuite une plateforme de supervision va avoir toutes les. C'est là sur la plateforme de supervision qu'on va avoir toutes les règles métiers qui vont pouvoir permettre de piloter l'ensemble de ces automates à distance pour nos clients. Donc là, l'idée également en fait de centraliser ce potentiel de supervision de l'ensemble des sites qui seraient équipés pour pouvoir effectivement, par exemple, quand on est sur un réseau de magasins ou d'agences, pouvoir instantanément en fait pousser une règle d'une manière, enfin déployer massivement en fait une seule et même règle qui va pouvoir adresser parfois des centaines de sites en 5 minutes, voire en instantané. Alors, on a une question pour Martin. Dans le cadre du décret tertiaire, quel est le périmètre soumis de RATP-Dev? Comment compartimentez-vous les espaces soumis ou non, entre parenthèses, cas d'un centre de maintenance? Ok. Eh bien, en effet, nos centres de maintenance sont soumis au décret tertiaire, l'intégralité du site, en fait. Donc, ils sont sur une unique unité foncière, donc déclarés tout d'un seul bloc. Après, il y a des parties qui ont une composante CVC, des parties qui n'en ont pas. Donc là, on l'a séparé pour les règles notamment de correction des JU et autres au sein d'Opérate. Mais c'est vraiment les blocs complets. Donc chaque site de maintenance est déclaré de manière individuelle sur Opérate. Et après, on a les ensembles stations de métro qui sont également soumis ou en plus, qui sont déclarés en tant que tels. Donc ça fait un joli parc soumis au décret tertiaire. Oui. On a une autre question. Ubigreen permet-il d'optimiser la consommation d'énergie renouvelable produite sur place? Alors oui, on peut également, avec Ubigreen, en fait, on peut gérer les flux consommés, mais on peut également gérer les flux produits, transformés, injectés. En fait, donc pour de la production possiblement photovoltaïque, il faut effectivement simplement qu'on puisse mettre en place au travers bien souvent de passerelles sur la centrale, donc la remontée des données vers la plateforme Ubigreen. Oui. Alors, on a encore quelques questions. Peut-on avoir des alertes automatiques en cas de dérive ou de surconsommation? Tout à fait. Donc c'est en général la première approche d'ailleurs, hein, une fois qu'on a effectivement bien tout connecté, c'est effectivement de déclarer de mettre les consommations sous alarme, donc de se créer des alertes. Donc le principe va être de déclarer une alarme. On va pouvoir avoir déclarer des alarmes sur seuil, minimum ou maximum, en valeur ou en pourcentage. Donc ce qui va pouvoir effectivement permettre en fait d'identifier une surconsommation en seuil en valeur ou une dérive de consommation sur un seuil relatif. Et donc, quand une alarme est déclenchée, c'est-à-dire que la condition est remplie, donc l'alarme est déclenchée, on historise tous ces déclenchements et on a également un suivi de statut d'avancement de cette alarme, puisque elle a vocation, alors
instantanément notifiée, donc quelqu'un de ce périmètre-là, de comptage-là est identifié pour être notifié par messagerie et ou SMS du déclenchement de cette alarme. Et donc, cette personne a vocation à mener les actions qui conviennent et à venir sur la plateforme acquitter cette alarme. Et donc, on en suit les statuts et on a également un rapport de supervision des alarmes qui peut être généré périodiquement, automatiquement et envoyé à un destinataire identifié également. On a une autre question. L'optimisation de contrats est-elle intégrée dans la plateforme? Oui, alors l'optimisation des contrats électriques, donc d'électricité. Donc effectivement, la plateforme, donc à partir du moment où on va renseigner l'ensemble des conditions du contrat, et on va pouvoir détailler toutes les conditions de contrat et toutes les composantes de facturation. Et effectivement, en récupérant les courbes de charge auprès des distributeurs, donc la plateforme va pouvoir, à la demande, donc chercher automatiquement en fait des optimisations de contrats et donc vous les proposer et ensuite vous aurez également un suivi de la mise en place de ces actions au niveau des fournisseurs. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a été très utilisé par la PHP dans la première intention de recherche d'optimisation. C'est l'optimisation des contrats qui a en premier lieu effectivement donné de grands gisements d'économie. On a une question. Est-ce que la présentation sera transmise aux participants? Alors, la présentation n'est pas transmise directement, mais le webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube UbiGreen. Donc, vous pourrez accéder du coup à la présentation via le replay du webinaire. On va prendre encore une dernière question. Comment gérez-vous la sécurité des données? Alors, au niveau des données, on est hébergé en France chez un hébergeur qui est certifié ISO 27001 sur donc un site en France redondé à distance, en France également. On est évidemment conforme à la RGPD. Au niveau cybersécurité, on est assez rodé aux divers contextes. Vous avez vu un petit peu nos contextes clients, ne serait-ce que effectivement bancaires ou les aéroports de Paris. Enfin, on a des contextes aux enjeux de cybersécurité conséquents et élevés. Effectivement, on a l'habitude d'adresser ces contextes et même avec notre effectivement solution full SaaS, on est tout à fait OK avec l'ensemble de leurs contraintes. On n'a pas de difficulté à passer. Bon, bah, merci pour toutes ces questions et notre webinaire du coup touche à sa fin. Merci beaucoup Martin Lehenaf pour votre participation et pour votre retour d'expérience c'est vrai que c'est toujours très riche pour tout le monde, pour tous ceux qui ont des projets, qui sont en cours d'implémentation, qui sont en réflexion. C'est toujours très intéressant d'avoir des témoignages. Merci beaucoup. Et merci Christine. Et puis je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.